L'histoire de l'espèce humaine est fascinante. Elle a connu ses heures de gloire, ses périodes de honte, ses grandes avancées et ses régressions. Grâce aux travaux de plusieurs générations d'historiens, nous avons réussi à lever le voile sur de nombreux événements, parfois importants, parfois intimes. Moi-même, si je suis passionnée par l'histoire, c'est parce que j'y baigne depuis toute petite. Je suis une grande admiratrice de Jeanne d'Arc, j'ai beaucoup de livres, de bandes dessinées et d'affiches à son effigie, et ma mère m'emmenait visiter régulièrement des monuments français, comme la Tour Eiffel, les châteaux de la Loire ou encore le Dagpo Kundrolling. Nous sommes aujourd'hui en mesure d'expliquer de nombreux événements historiques. Et pourtant, malgré toutes les connaissances accumulées, des mystères demeurent sur bien des sujets. C'est cela qui est excitant avec l'histoire. Même quand on croit tout connaître, une simple information découverte par les historiens ou les archéologues peut changer toute notre vision du passé. Mais ce que j'ai découvert va au-delà d'un simple changement de regard. Il pourrait bouleverser intégralement notre vision du monde. Ce documentaire est le résultat de plusieurs jours de recherche et de réflexion. Il est temps de vous faire partager la vérité que personne n'ose dire. Mon enquête a débuté par un élément très simple, de simples paires de chaussures. J'ai toujours été intriguée par les chaussures du Moyen-Âge et j'ai souhaité en connaître l'origine. Pourquoi les gens de cette époque portaient des chaussures aussi longues et inconfortables ? Je me suis dit qu'ils devaient avoir les pieds longs, très longs. Mais pourquoi auraient-ils eu les pieds aussi longs ? En effectuant quelques recherches, j'ai pu voir de nombreux documentaires sur le sujet ainsi que des vidéos en ligne. Notamment celle d'une certaine Béatrice, qui, par son attitude, a commencé à m'agacer au plus haut point. J'avais une confiance plutôt solide dans les experts comme elle, mais ces vidéos m'en ont dégoûté. Elle avait l'air de tout savoir et de rien remettre en question, et ses discours, très classiques et universitaires, ne me convainquaient pas. À aucun moment, elle n'a relayé les questions que tout le monde, notamment moi, se pose. Alors, je suis, pour la première fois, sortie des sentiers battus. Et ce qui devait ressembler à une recherche on ne peut plus traditionnelle sur les poulaines est devenu une véritable quête de la vérité. J'ai d'abord réuni tous les détails, qui n'en étaient finalement pas vraiment, m'ayant interpellée durant ma vie. Puis j'ai tâché d'en savoir plus. Pourquoi ces experts reconnus n'en parlaient pas alors qu'ils pourraient changer la face du monde et celle de notre histoire ? Pourquoi cacher ces révélations à la face du monde ? Sans réponse de leur part, je devais m'intéresser à toutes ces merveilles cachées. Et notamment une. La fameuse pyramide de Khéops, construite vers 4000 avant Jésus-Christ, mesure 137 mètres de haut, soit une hauteur équivalente à 74 Robert Pattinson. Cette hauteur était impressionnante, surtout pour son époque. Comment des personnes, avec leurs simples mains, ont pu construire ce monument ? Nos buildings, par exemple, ont été construits par des échafaudages et des machines, ce que les Égyptiens n'avaient pas. Même chose pour le Machu Picchu. Difficile à croire qu'une population qui ne maîtrisait même pas la roue ait été capable de construire un tel monument à 2438 mètres d'altitude. Comment porter autant de pierres jusqu'à une hauteur équivalente à 1317 Robert Pattinson ? Ce serait surhumain, me direz-vous. Et justement, c'est ce que je me suis dit aussi. Arrivée d'extraterrestres, travailleurs drogués, anciens pouvoirs de télékinésie perdus, construction en Lego, nombreuses sont les théories pouvant expliquer ces exploits. Mais l'une d'entre elles pourrait faire sens. Les Atlantes. Les partisans de cette théorie décrivent les Atlantes comme une civilisation aux pieds très longs. C'était une drôle de coïncidence avec ma recherche initiale sur les poulaines. Et d'autres éléments font mouche et irritent nos experts. Jugez plutôt avec cette vidéo de procès que j'ai trouvée. Madame la Présidente, je réaffirme donc ici même le statut de victime de ma cliente, Madame Martin, qui a subi un cyberharcèlement et des intimidations par le simple fait qu'elle a partagé à la face du monde ce qu'elle savait, en tant qu'experte des civilisations anciennes. Ce que ces accusateurs, et notamment mon confrère Maître Costard-Cravate, n'ont jamais reconnu, laissant même la poursuite des agressions en toute impunité. Objection, Madame la Présidente. Objection accordée. Ce qu'omet mon confrère, Maître Potagès, c'est que mes clients
membres de l'association des dénicheurs du passé, n'ont jamais remis en cause la violence de leurs propos. Tout simplement parce qu'il ne se serait jamais permis de telles exactions si la situation n'avait pas été grave. Pour rappel, Madame Martin a publié un article dans la revue Science et Vie sur les résultats de ses fouilles archéologiques qu'elle a menées sur des vestiges sous-marins au large du Maroc. Selon cet article, le site de fouilles regroupe un ancien campement préhistorique établi avant la montée des eaux liée à la fin de l'ère glaciaire. L'association a immédiatement repéré cet article et a accusé Madame Martin de cacher la vérité, car ce site n'est pas un vulgaire campement préhistorique. Il ne s'agirait rien de moins que des ruines de l'Atlantide. Silence! S'il vous plaît. Silence! Pour appuyer cette affirmation, mon client s'appuie sur les travaux de Lewis Spence, qui affirmait déjà, dans les années 1920, que les ruines de l'Atlantide seraient situées dans cette région du monde. Objection, Madame la Présidente. Objection acceptée, maître Potagès. Mais faites vite. Bon, je serai bref, puisque ce n'est pas très compliqué. Lewis Spence n'a jamais été reconnu par la communauté scientifique. Il était même considéré en son temps comme un occultiste ayant une fâcheuse tendance à se laisser déborder par ses émotions, sans jamais faire preuve de raison. C'est totalement faux, et vous le savez. Faquin, miséreux lobbyiste, Proférateur d'imbécilité. malfaiseur d'anciens astronautes, suppososphériste. Complotiste? Hein? Théorie du complot? C'est ça? Filpendeur d'état profond. Connard. Silence! Ceci n'est pas une comédie. C'est un tribunal. Maître Costard-Cravate, veuillez vous calmer. Navré, Madame la Présidente. Mais je ne peux garder mon calme face à tant d'inepties qui viennent attaquer sans preuve de pauvres gens qui essaient simplement de faire avancer la connaissance humaine. J'ai été grandement troublée par la tenue du procès. Tant d'abnégation face à un groupe soi-disant complotiste, et pourtant aucun argument venant les contredire. Cela m'a paru suspect. Dès que Costard-Cravate a souhaité étendre ses arguments, elle s'est fait taire, tandis que Potagès s'est à peine servi d'arguments concrets, en brandissant la carte de la vérité. Pourtant, c'est une technique connue. S'ils disent dire la vérité, c'est qu'ils nous mentent. J'ai donc voulu creuser ce sujet. Cette histoire m'a poussé à me renseigner sur la légende de l'Atlantide. Selon mes recherches, l'Atlantide est un continent mystérieux cité par Platon qui aurait été la source de nombreuses technologies et qui se situerait au-delà du détroit de Gibraltar. L'Atlantide aurait été peuplée de 1,5 million d'habitants à son apogée, soit l'équivalent de 1,5 million de Robert Pattinson. Cette île est devenue célèbre dans la culture populaire pour avoir créé de nombreuses technologies avant-gardistes pour l'époque, ce qui l'a rendue extrêmement puissante jusqu'à presque dominer le monde. C'est peut-être pour cela qu'elle a fini par disparaître, puisque la légende dit qu'elle a coulé dans la mer suite à la punition des dieux. Des spécialistes qui se sont penchés sur la question opteraient plutôt pour un tremblement de terre ou une éruption volcanique, un peu comme ce qu'il s'est passé sur l'île grecque de Santorin. Autrement dit, rien à voir avec de nouvelles technologies qui, d'ailleurs, toujours selon les historiens, n'ont jamais existé. Pourtant, des objets pourraient invalider cette prise de position, à commencer par la pile de Bagdad. Il s'agit d'une poterie découverte en 1936 près de Bagdad et qui daterait du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Elle rassemblait pratiquement tous les éléments nécessaires pour produire de l'électricité. Mais la Mésopotamie ne maîtrisait pas l'électricité selon l'histoire officielle. Et pourtant, il s'agit d'une période et d'une région qui collent avec la légende de l'Atlantide. L'Égypte serait également concernée avec les fameux hiéroglyphes trouvés au sein du temple de Séti, représentant des formes connues. Troublant visuel, n'est-ce pas? Les historiens affirment qu'il s'agit du résultat d'une érosion de plusieurs hiéroglyphes. Cela serait quand même un drôle de hasard que, par pure coïncidence, 3 hiéroglyphes érodés renvoient parfaitement à des formes connues. Les historiens ont toujours souhaité trouver des explications complexes, alors que finalement, ne devrait-on pas s'attarder sur les explications les plus simples? Les Égyptiens n'auraient-ils pas tout simplement souhaité représenter ce qu'ils voyaient? Dans ce cas, comme les Mésopotamiens, ils connaissaient, eux aussi,
ces nouvelles technologies. J'avais la sensation qu'on nous prenait pour des jambons, et je devais mettre les historiens face à leurs contradictions, à commencer par cette maudite Béatrice que je devais remettre à sa place comme il se devait. Je pris alors mon clavier, me connectai sur les réseaux sociaux et lui balança. « Béatrice, fief et mesquine, j'ai vérifié tes dires et tu profères des vilainies et des affabulations. Tu mérites de rejoindre tes ancêtres et de ramener ta fraise pour aller avec les tartes que tu vas recevoir. » Alors que j'accomplissais mon devoir, j'eus l'idée de remonter le fil X de Béatrice en espérant pouvoir trouver d'autres preuves qu'elle ne souhaitait pas prendre en compte et qui révéleraient la supercherie de sa soi-disant connaissance. Mais je finis par trouver quelque chose de bien plus révélateur. Un tweet, vieux de plusieurs mois, avec une photo où apparaissait Béatrice, aux côtés de Madame Martin et de son avocat, Maître Potagès, devant le tribunal. Je ne pouvais plus m'en tenir là. Il fallait que je continue cette enquête. Je sentais que cette dernière était plus qu'une vengeance de ma part. C'était une manière de changer la face du monde. Pour dissiper mes doutes et entreprendre une méthode rigoureuse, je décidai d'interviewer une historienne officielle à ce sujet. Martin a tort de répandre de tels mensonges. Les Atlantes sont une population mystérieuse. Nous souhaitons que ces dénicheurs du passé cessent de se cacher. C'est inadmissible. Laissez-moi tranquille. Il était certain à présent que les historiens cachaient un secret. Je devais retrouver ces fameux dénicheurs du passé pour continuer mon enquête. Suite à de longues recherches qui m'ont pris 10 minutes entières, je suis entrée en contact avec le président de ce groupe, Jean-Michel Giconnerien, qui a accepté de réaliser une interview pour répondre à mes questions. Les vestiges qu'ont trouvé Madame Martin ont été longtemps interprétés comme des vestiges préhistoriques. Et je ne peux pas lui en vouloir d'avoir fait cette erreur, puisque je l'ai commise moi-même. Néanmoins, après des recherches un petit peu plus poussées de ma part, je peux vous affirmer que ces vestiges constituent un bâtiment qui est architecturalement bien trop poussé pour les Européens de cette époque. Et je peux vous dire que je suis spécialiste dans le domaine, puisque j'ai refait l'enduit de ma maison le mois dernier. C'est très intéressant ce que vous avancez là. Mais où avez-vous trouvé toutes ces preuves ? Sur le site, comme par hasard. On serait pas de la même famille ? Ah non, je ne crois pas. Je ne vois pas ce qui vous fait dire ça. Avec l'aide de Jean-Michel Giconnerien, j'ai pu interroger d'autres dénicheurs du passé et approfondir plusieurs problématiques historiques. Les résultats sont allés au-delà de mes espérances tant les preuves sont nombreuses. Écoutez plutôt ces extraits. Nous ne pouvons faire confiance aux preuves dictées par l'archéologie. Nous savons tous que les Gaulois avaient des cornes sur leurs casques, et pourtant aucun casque à cornes n'a jamais été retrouvé sur les sites gaulois. Pour moi, soit ils ont été volontairement cachés, soit ils ont été détruits, prouvant que cela n'est que mensonge. Les monuments que nous connaissons n'ont pu être bâtis à leur époque. Comment peut-on imaginer que la tour Eiffel, une structure aussi haute, ait été bâtie à une époque où il n'y avait ni drone ni téléphone portable? Cette dernière pèse 10 100 tonnes. L'équivalent de 137 667 Robert Pattinson. Oui, si vous voulez. Toujours est-il que c'est extrêmement léger pour une structure si haute. À titre de comparaison, le tablier du viaduc de Millau pèse 36 000 tonnes, soit 4 fois la tour Eiffel, alors que nous sommes tout de même bien plus fortiches que les gens de cette époque. Cela ne peut signifier qu'une seule chose. Elle a été construite bien plus tard. D'ailleurs, le viaduc de Millau a été bâti par l'entreprise Eiffel. Ça ne peut pas être une coïncidence. Alors oui, si nous observons les peintures romaines de Pompéi, nous voyons qu'il y a de la perspective, ce qui veut dire que les Romains connaissaient cette technique. Or, dans mes cours de 3e, j'ai appris que la perspective a été inventée à la Renaissance. J'ai remarqué un point commun entre la cathédrale de Strasbourg et les pyramides égyptiennes. Elles contiennent le nombre d'or. Mais comment cela est-il possible que les Égyptiens et les architectes médiévaux, qui ne savaient même pas dessiner correctement les bébés, puissent connaître le nombre d'or? Cela veut donc bien dire qu'ils connaissaient les pyramides, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Le dernier expert, qui a souhaité garder son anonymat, est le plus respecté par la communauté des dénicheurs du passé. Ces révélations ont été des plus bouleversantes.
J'irai plus loin que mes confrères, car mes recherches ont prouvé que les Égyptiens utilisaient l'électricité. En effet, ces derniers recouvraient leurs pyramides d'un dôme d'or, donc un métal conducteur. Par ailleurs, Claude François, né en Égypte, est mort d'une électrocution. Cela ne peut être un hasard. Il est évident que les pyramides sont en réalité des antennes, l'or sur leur pointe servant à mieux faire passer l'électricité. Mais alors, s'ils utilisaient l'électricité, c'est qu'ils avaient accès à des technologies avancées. Oui, bien sûr. D'ailleurs, les historiens ne cessent de dire que l'on a construit les pyramides avec seulement ceci. Quel esprit raisonnable pourrait les croire? Avec des technologies avancées, en revanche, la construction devait être bien plus simple. Et qui était en charge de la construction? J'ai également ma théorie, qui ne plaira pas à tout le monde. J'ai retrouvé des textes de médecins mentionnant des injections de purulence provenant d'autres malades. Cela ne vous rappelle rien? Allez, faites un effort. Des vaccins, enfin! Ah! Et pas n'importe quel vaccin. Sûrement des vaccins qui injectaient des nanoparticules pour contrôler la population. Rien de bien compliqué quand l'on possède des dômes dorés. Les pyramides étaient des antennes 5G qui permettaient d'avoir un contrôle global sur la population. Ce qui, par conséquent, autorisait l'édification des pyramides et des chantiers qui duraient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De l'électricité, des antennes, des vaccins, cela se regroupait bien avec les hiéroglyphes que j'avais vus précédemment. Il s'agissait bien d'une preuve que les Égyptiens avaient accès à des technologies avancées. Avec de telles révélations, j'avais un nouveau regard et je me suis rendu compte que nous avions d'autres preuves sous les yeux. Le journal Le Figaro, réputé comme très sérieux, a publié un numéro avec le titre « Votre pyramide est-elle éligible à la fibre ?» Si les pyramides peuvent capter la fibre, c'est qu'elles captent Internet et donc l'électricité. Bizarrement, aucun historien n'a souhaité répondre à cette couverture, pourtant équivoque. Et qui aurait pu fournir aux Égyptiens ces nouvelles technologies? L'Atlantide, bien sûr. Je poussais donc mes interrogations plus loin avec les dénicheurs du passé. Les Atlantes et les Égyptiens étaient-ils liés? Quand on parcourt l'histoire de l'Égypte antique, on découvre que les historiens peinent encore à percer un mystère, le peuple de la mer. C'est un peuple dont on ignore officiellement les origines qui aurait provoqué l'effondrement des civilisations de l'âge de bronze, pas seulement les Égyptiens. Ce peuple de la mer a dû être un levier pour faire disparaître ou même affaiblir la brillante civilisation égyptienne. Si on se concentre sur la chronologie officielle, aucune civilisation n'égalait les Égyptiens à cette époque. Ils étaient sans rivaux. Pour moi, c'est une évidence. Ce peuple de la mer, c'était les Atlantes. De la même façon qu'aujourd'hui, il y a des ingénieurs et des ouvriers américains qui construisent des infrastructures en Chine le temps d'un contrat, ou des mercenaires russes qui viennent combattre ou épier en Afrique subsaharienne, j'affirme que les Atlantes sont venus aider les Égyptiens pour construire les pyramides. J'irais même jusqu'à dire que les Atlantes sont à l'origine de toutes les technologies avancées retrouvées dans l'Égypte antique et dans les régions environnantes, ce qui explique certaines curiosités retrouvées, comme la fameuse pile de Bagdad. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous procurer mon livre « Et si les Atlantes étaient parmi nous ?» qui détaille comment les Atlantes ont aidé à la construction de l'Égypte. N'oubliez pas, « Et si les Atlantes étaient parmi nous ?» aux éditions Tronçonnette à seulement 89,99 € pour des révélations qui vont vous faire changer votre vision du monde. Excusez-moi, j'entends bien ce que vous dites, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi les Atlantes auraient participé à la construction de l'Égypte pour ensuite provoquer sa disparition. Ils étaient de si mauvais hommes d'affaires? Eh bien... En fait, les Atlantes ont aidé les Égyptiens quand l'Atlantide était encore debout. Quand l'île a disparu, il y a sûrement eu des rescapés qui ont dû prendre la route de l'Égypte. Jules-Émile, on avait dit que ce serait moi qui prendrais la parole sur l'Atlantide. Bah ouais, mais c'est quand même moi qui ai écrit ton livre. Oui, allez. Donc, je disais, pour répondre à votre question, lorsque l'Atlantide a disparu, il y a certainement eu des rescapés et certains ont dû prendre la route de l'Égypte pour y trouver refuge. En supposant cela, je pense que les Atlantes ont emporté une partie de leur technologie avec eux, auquel cas il n'est pas à exclure qu'ils aient apporté des armes.
Selon mes recherches, ce qu'il s'est passé, c'est que les Égyptiens ont été effrayés par l'arrivée massive des réfugiés atlantes. Ces derniers ont alors tenté de prendre le pouvoir grâce à leurs armes avancées. En tout cas, on aurait ainsi une bonne explication de la disparition des Atlantes, puis au déclin égyptien par la suite, privés de savoir-faire atlante, pour progresser et évoluer comme ils ont pu le faire en 3000 ans. Le seul problème de notre théorie, c'est que nous avons besoin de preuves concrètes pour montrer que nous avons raison. Je comprendrez donc pourquoi nous étions agacés par une Madame Martin qui essaye de nous empêcher d'accéder à la vérité. Ouais, je tiens à vous rappeler quand même qu'on devait pas évoquer devant Madame Martin l'implication du FBI dans cette histoire. Ils nous ont Oui, grillé bon, direct. c'est bon, je t'ai déjà dit de la boucler. C'est quand même moi qui suis à l'origine de cette théorie. J'ai le droit de parler. J'ai envie de parler. Non, mais c'est toi qui veux ramener l'ouverture à toi. Arrête, c'est bon, c'est mon idée, c'était la mienne. J'en ai rien à faire que tu l'aies écrit. Je compris que je n'obtiendrais pas davantage d'informations. Je décidai de m'éclipser en douce et de les laisser résoudre leurs différends. Pour continuer mon enquête et comprendre le rôle des Atlantes, j'ai acheté le livre recommandé par notre expert. Et si les Atlantes étaient parmi nous ? La théorie principale se base sur nos histoires plus ou moins légendaires. Prenons un exemple. Le Graal. Jésus-Christ a toujours dit que son sang était du vin, donc cette coupe ne serait qu'un vulgaire verre pour boire. Pourquoi alors tant de recherches ont été menées pour le retrouver ? Pourquoi, en l'occurrence, le fameux roi Arthur a passé sa vie à le poursuivre ? La théorie ? Le Graal serait d'origine atlante et serait une de leurs technologies avancées. Tout était lié. Tous les mystères que nous parvenions pas à résoudre trouvaient leur réponse grâce aux Atlantes. C'était une théorie suffisamment solide pour qu'elle soit prise au sérieux. Au fil de ma lecture, j'ai trouvé une nouvelle piste pour mes recherches. Après la disparition de l'Égypte, les Atlantes n'auraient pas totalement disparu. La noblesse atlante subsisterait encore aujourd'hui et elle compterait dans ses rangs ni plus ni moins que le célèbre Elon Musk. Je me suis alors rappelé de moi, quelques mois plus tôt, qui effectuait des recherches pour m'acheter une Tesla, bien que je n'en eusse pas les moyens. J'étais allé sur le compte X d'Elon Musk et avais lu les avancées sur SpaceX et le projet Hyperloop. Des projets en lien avec les nouvelles technologies. C'était une évidence. Elon Musk était bien un personnage important de la population atlante, et j'en avais la preuve depuis le début. Elon Musk a bel et bien des liens avec les aristocrates atlantes. Il apporte régulièrement son soutien à des théories controversées comme la construction des pyramides égyptiennes par des extraterrestres, ou encore que nous vivions dans un monde virtuel créé par des extraterrestres. Peu de monde le croit sur parole, mais à défaut d'écouter mot pour mot ce qu'il raconte, je compris qu'il savait manifestement plus de choses que la plupart des gens. Peut-être grâce à ses origines atlantes qui lui donneraient accès à de grandes connaissances. Seul problème de cette théorie, l'Atlantide a coulé. Hormis vivre sur un bout d'océan, son titre ne lui apporterait pas grand-chose. S'il veut jouer à un niveau au-dessus des humains, il aurait besoin de s'illustrer. Je compris alors pourquoi Elon Musk souhaitait autant développer des colonies spatiales. Non seulement cela lui permettrait de se distinguer en acquérant du prestige afin d'affirmer son rang de noble, mais en plus, il développerait à nouveau la population atlante. Selon ses propos, il souhaite emmener l'humanité dans l'espace, mais il n'a, pour le moment, pas précisé quelle partie de l'humanité ira en première. Il est possible qu'il privilégie les descendants des Atlantes. Un matin, alors que je consultais mes mails, j'en découvris un qui bouleversa mon enquête. Génial! Une promotion NordVPN! Cette vidéo est sponsorisée par... On déconne. Je découvris ce mail qui bouleversa mon enquête. Nous vous observons depuis le début de vos investigations. Le fait que vous ayez cliqué sur notre site internet « J'investis en bourse avec Elon Musk » et que vous ayez précommandé notre livre « Elon Musk, ce nouveau Steve Jobs, mais en plus intelligent » démontre votre intérêt pour ce formidable personnage et son incroyable clairvoyance. Si vous et votre public souhaitez avoir de nouvelles informations pour votre enquête et vous rapprocher de la vérité, rendez-vous dans la forêt voisine, à l'endroit indiqué en pièce jointe, demain à 15h. Vous y trouverez N. La forêt. Comme la forêt est un endroit dangereux, je me suis préparée avec l'arsenal nécessaire pour affronter la situation. Un spray anti-agression, une capsule de poison, un petit poignard et un petit bento rempli de sucreries juste au cas où je ferais une crise d'hypoglycémie. Bon, voici l'endroit indiqué sur la carte. Il faut pas que je me perde. Cette forêt est très grande. Elle fait au moins
100 hectares, soit l'équivalent de 3,3 millions de Robert Pattinson. Enfin, si on les prend debout, bien sûr. Les indices sont cachés au sommet des arbres, indiqués sur la carte. Oh non. Non. Pas les arbres. Non. Je déteste ces ramifiés. Oh mon Dieu! Cet arbre vient de m'agresser en m'envoyant sa branche! Il faut que je fuis! Et vite! Ils ont rameuté des chaînes! Ces sales races! Je suis finie! Ils m'encerclent, ils me barrent la route, ils me jugent, je ne sais pas où je dois aller, ils vont m'avoir. Un abri, je suis sauvée. Bonjour, mademoiselle Chronique. D'où sortez-vous ce nom? C'est le nom de votre adresse mail, Anachronique. Ah, oui, mais en fait je l'utilise pour les spams. En réalité, je m'appelle... Votre nom n'a aucune importance. Des choses beaucoup plus importantes nous attendent. Ce qui m'importe, c'est que vous ayez compris qu'il fallait voir au-delà de ce que l'on voit. C'est pas une réplique du roi lion, ça? Ça n'a pas d'importance. Et vous dites beaucoup de fois le mot important, non? Ce que je vais vous dire là est très important. Ah, vous voyez? De quoi? Vous l'avez redit. Concentrez-vous! Oui, pardon, je vous écoute. 2000 years later. Si on prolonge l'inclinaison des pyramides qui est de 44 degrés à l'origine et qu'on le multiplie par le mystérieux chiffre 8,18, on obtient 360 degrés, ce qui démontre que les Égyptiens avaient parfaitement compris le principe de la séricité. Or, la sphère est le symbole du cycle de la vie. Toute vie s'achève par la mort et toute mort amène à la vie. Les Égyptiens avaient donc le pouvoir de vie et de mort sur le reste du monde, ce qui est une preuve supplémentaire qu'ils avaient un accès aux technologies des Atlantes. Ah, je vois, il vous en faut plus pour vous convaincre. Savez-vous qui a fabriqué les mystérieux hiéroglyphes? Hein? Non. Il s'agit de Toutankhamon III, un illustre pharaon méconnu qui était réputé pour sa technophilie poussée, entre autres parce qu'il a été très tôt au contact des technologies atlantes dès sa plus tendre enfance. Il maîtrisait notamment tout ce qui touchait à l'électricité, et comme en outre il était un grand fan de Star Wars, il maîtrisait même la fabrication de sabres laser. Mais... Star Wars a été créé bien plus tard, non? Mais enfin, l'histoire se passe il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Bien sûr que les Égyptiens connaissaient toutes ces technologies. George Lucas n'a fait que reprendre une légende ancestrale. Maintenant que vous le dites... Cela fait le lien avec une autre théorie. Notre fameux Claude François a passé son enfance en Égypte. Il aurait accidentellement profané le tombeau de Toutankhamon III. Comme il n'avait que 2 ans et qu'il jouait tout seul, il ne s'en est pas rappelé. Mais nul doute que sa mort est le fruit d'une malédiction électrique de la part de Toutankhamon III. Tout s'explique. Mais qu'en est-il des Atlantes du coup? Qu'est-ce qui leur est arrivé après la disparition des Égyptiens? Quand les Atlantes sont arrivés en Égypte, ils ont proposé leur aide en échange de leur refuge. Au début, les Égyptiens se sont montrés reconnaissants et accordaient des fonctions de plus en plus importantes aux Atlantes. Tout se passait bien, en apparence seulement, car les Atlantes ont profité de leur position forte pour tenter de contrôler le pouvoir dans l'ombre. Les Égyptiens s'en sont rendus compte et se sont révoltés pour chasser les Atlantes en retournant leur technologie contre eux.
Les Atlantes se sont alors échappés et ont fondé une nouvelle civilisation en Mésopotamie, qui a peu à peu glissé vers la Grèce, puis vers Rome. La conquête romaine de l'Égypte est en quelque sorte le point d'orgue de la confrontation entre la civilisation humaine et la civilisation atlante. L'histoire ne s'arrête pas là. D'autres Atlantes ont cherché asile auprès d'autres peuples dans le monde, et le même cycle s'est répété. Des technologies et des prouesses atlantes en échange du refuge. Puis, tentative de prise de pouvoir, révolte de la population et exil des Atlantes. C'est pour cela que l'on retrouve des pyramides à travers le monde entier, des connaissances avancées chez les Arabes au Moyen-Âge, des pistes d'atterrissage chez les Nazca, qu'on prend à tort pour de simples dessins, des crânes de cristal chez les Aztèques et les Mayas, etc., etc. Ils ont même provoqué une révolte en 1675 sur l'île de Pâques après avoir fait construire les statues Moai. Aujourd'hui, les Atlantes existent toujours, mais ils sont réduits à une poignée d'individus au milieu de milliards d'êtres humains. Certains parmi eux ont toujours des prétentions sur la lignée royale. Mais alors, qui serait l'héritier des Atlantes aujourd'hui? Je ne sais pas, vous n'auriez pas une petite idée? Ah oui, Elon Musk. Vous êtes vraiment très perspicace. Je vous invite à réétudier de près les mystérieux hiéroglyphes, mais pas avec les images que l'on trouve sur Internet, car elles masquent ces éléments clés. Prenez-en soin, ils sont la clé de voûte de ce mystère. Dès mon retour, j'ai suivi le conseil de N et m'intéressais de plus près à ces fameux hiéroglyphes. Maintenant que je savais que les Égyptiens étaient en contact avec les Atlantes, il était évident que toutes ces représentations prouvaient que l'Égypte avait accès à leur technologie. Je n'avais cependant pas prédit une chose. À l'aide des documents transmis par N, je remarquais des symboles qui n'apparaissaient effectivement pas sur les images en ligne. Les voici. D'après un dictionnaire de traduction hiéroglyphes égyptien-français, ils veulent dire « Seul Link peut vaincre Ganon ». Cette phrase est prononcée dans le célèbre jeu Link, The Faces of Evil. Comment les Égyptiens pouvaient connaître ce héros de jeu vidéo 2000 ans avant son apparition dans la culture humaine? J'en déduis qu'il s'agissait de la même explication que pour Star Wars. La célèbre licence de jeux vidéo a été réelle et reprise par les Japonais. C'était ça la clé. Les hiéroglyphes mystérieux continuaient de me dévoiler leur mystère et semblaient révéler quelque chose de plus grand encore. En effet, durant mes recherches, je remarquais autre chose. Le personnage qui prononce cette prophétie, un certain Squalala, rappelait étrangement quelqu'un. Si on met une image de Nostradamus à côté, ne voyez-vous pas un air de ressemblance ? Bien évidemment, car c'était sûrement la même personne. Vous n'êtes pas convaincu ? Et si je vous disais que Nostradamus réalisait lui aussi des prophéties ? Troublante coïncidence, n'est-ce pas ? Révolution française, guerre mondiale, attaque de 2001, René Lataupe, autant de catastrophes que Nostradamus a très justement décrites. Et s'il avait également prédit cette histoire cachée des Atlantes ? Les êtres cachés ayant construit des tombes aux origines de notre civilisation reviendront pour la mission qui leur incombe. Seul Link peut vaincre Ganon. Aucun doute n'est permis sur cette prédiction. Nostradamus a vu le retour des Atlantes. Et on retrouve la même prophétie sur les pyramides. Tous les morceaux se recollaient bien, mais le sens de la phrase restait toujours un mystère. Il est également connu que Nostradamus avait prédit la Révolution française. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il avait aussi prédit le rôle de Robespierre. Bien au-delà de ce simple événement historique. Celui qui, venu d'Ara, au pouvoir de vie et de mort sur autrui, la quête de la Sainte Coupe il suivra avant que le couperet ne lui ôte la vie. La Sainte Coupe, le Saint Graal. Robespierre a lui aussi poursuivi cette quête dans le secret le plus total. Après une recherche rapide sur Internet, j'appris que Robespierre avait un musée qui lui était consacré dans sa ville natale, Arras. Je fus convaincue que je devais m'y rendre pour apprendre de nouvelles informations et avancer dans ma quête. C'est fermé. Il pleut. Ma vie est un immense somme. Mais luttant toujours dans la quête de la vérité, je décidai de poursuivre mes recherches dans la bibliothèque de la ville. Plusieurs minutes de recherche ne m'ont pas permis de découvrir quoi que ce soit. En tout cas, rien de plus que ce que les historiens racontent habituellement. Déçu, je ramenai les livres empruntés à l'accueil quand un élément attira mon attention. C'est quoi le livre là-bas ?
ça, c'est juste un caltable. Ça sert bien pour les barbecues en week-end avec les potes. Vous le voulez? Oui, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Merci. Secrets et détails intimes de Maximilien Robespierre ou confidences d'un révolutionnaire en devenir. T'as bien lu, Charlotte? C'est mon journal intime. Alors bas les pattes. T'as pas le droit de le lire, même si t'es ma sœur. Voilà le livre passé sous le radar des historiens. Le journal intime de Maximilien Robespierre. Il était certain qu'il allait me révéler des choses encore plus importantes. Malheureusement, il s'avéra qu'entre les moustiques écrasés, les taches de café et le moisi développé, le livre était à ce jour inutilisable. Je demandai aussitôt un devis à un restaurateur professionnel. Je fis donc appel à mes anciennes compétences. Malgré des pages arrachées, je parvins à lire plusieurs extraits. On peut y apprendre que Robespierre aimait jouer aux échecs, se promener en forêt et tuer des vampires. Une passion commune pour l'époque puisque le célèbre Abraham Lincoln était lui-même chasseur de vampires, ce qui n'est pas difficile à savoir quand, avec un peu de culture, on regarde le documentaire à ce sujet. Robespierre vouait aussi une admiration sans borne pour Philippe le Bel, chose que l'on peut déduire grâce au portrait dessiné de celui-ci, entouré de petits cœurs et aux initiales PB, entouré d'étoiles. Mais aussi et surtout, je fis une découverte intéressante laissant peu de place au doute. Robespierre connaissait l'existence des Atlantes en exil. Il aurait même été un de leurs proches, comme le prouve ce portrait. Robespierre était manifestement ami avec les Atlantes, et il n'a jamais contré leurs desseins. Mes découvertes commençaient à devenir importantes. Je me devais de les partager sur la toile. L'Atlantide semble avoir bel et bien existé. Les ruines sont au large du Maroc. Les Atlantes connaissaient des technologies avancées et ont aidé les Égyptiens à construire les pyramides. Après la destruction de leur île, ils se sont réfugiés au pays des pharaons. Mais les Atlantes auraient souhaité prendre le pouvoir en Égypte. Cette révolte, matée par le gouvernement égyptien qui avait acquis les nouvelles technologies atlantes, a forcé ces derniers à se réfugier ailleurs. En Grèce, à Rome, en Asie, en Amérique, d'autres civilisations puissantes qui ont construit des pyramides. Comme par hasard. Le cycle s'est malgré tout répété, avec toujours la même envie de prendre le pouvoir. Les Atlantes ont progressivement été de moins en moins puissants. À côté de ça, grâce aux prédictions de Nostradamus qui avait connaissance des indices laissés par les Atlantes, on sait également que Robespierre recherchait le Graal. Et maintenant, on sait qu'il était ami avec les Atlantes et qu'il avait une admiration sans borne pour Philippe le Bel, car sa présence est attestée plusieurs fois dans le journal. De nombreuses nouveautés qui me permirent de progresser. Que cachait véritablement Robespierre? Quelle était son ambition? Pourquoi ne pas avoir arrêté les Atlantes? Je fis alors appel aux internautes au cas où ils auraient remarqué des détails troublants qui approfondiraient mon enquête. Et les réponses ne se sont pas fait attendre. C'est une valise d'ânerie! Comment peut-on descendre aussi bas dans l'ignorance et la sottise? Il vaudrait peut-être mieux que vous vérifiez vos sources, en plus de faire appel à votre sens critique, avant d'écrire ce genre d'ineptie. Premièrement, l'Atlantide... Non, pas celui-là. Et Philippe le Bel alors? S'il apparaît plusieurs fois dans le journal, ce ne peut être une coïncidence. Je pris contact avec ce certain Jean Noirphrase qui aurait peut-être la capacité de m'en apprendre plus. Et après discussion par mail, je me suis rendu compte que j'avais raison, car sa réponse fut une mine d'informations. On dit souvent que Philippe le Bel a dissous l'ordre des Templiers pour mettre la main sur leur trésor, mais comme tout le monde le sait, personne ne l'a retrouvé. La théorie de cet internaute, c'est que ce trésor a été récupéré par Philippe le Bel dans le secret le plus total. Pourquoi aurait-il fait ça alors qu'il était très attaché à la raison d'État et que celle-ci exigeait de récupérer de l'argent pour l'intérêt général du pays? Parce que les Templiers devaient posséder quelque chose d'encore plus précieux. Et dans ce cas, il ferait sens que cet objet précieux soit le Saint Graal. En relisant le journal de Robespierre, un passage du 3 novembre 1791, peu de temps après son voyage dans le nord de la France donc, indique qu'il est parvenu à retrouver le calice qui lui permettra de repousser l'inévitable et d'avoir le temps de réaliser ses ambitieux desseins. Il y a peu de place pour le doute.
Robespierre a trouvé le Graal au milieu du trésor des Templiers, sans doute grâce à ses recherches sur Philippe le Bel. Par contre, il n'a pas pu atteindre son objectif vu comment il a terminé sa vie. Mais cette théorie où Robespierre a suivi les pas de Philippe le Bel m'intriguait. Je me demandais si l'explication n'était pas encore plus folle. Et si Robespierre et Philippe le Bel étaient une seule et même personne. Pour vérifier ma théorie, j'analysais le cheveu de Robespierre retrouvé dans son journal intime. Suite à un test ADN rigoureux de ma part, comparé à une écaille de peinture d'un portrait de Philippe le Bel, je retrouvais des résultats similaires à 32%. C'était certain, il y avait un rapprochement entre ces deux personnes. Philippe le Bel et Robespierre étaient donc une seule et même personne. Et cette personne connaissait l'existence du Saint Graal. Tout à coup, la perception aurait évolué. Robespierre a recherché le Graal toute sa vie pour accéder à l'immortalité et possiblement l'utiliser à des moments clés, d'abord quand il fut roi de France, puis quand il mit fin à la monarchie française. Mais qu'a-t-il fait entre le XIVe et le XVIIIe siècle ? Je doute que cet homme ambitieux en soit resté là. Il a dû faire quelque chose entre ces deux périodes. Non. Et si Philippe le Bel, Robespierre et Jeanne d'Arc étaient une seule et même personne ? Qui de mieux que Jeanne d'Arc pour lutter pour la France et au nom de Dieu afin de protéger le Graal ? Cela paraît étonnant, mais c'est évident. En comparant le seul portrait d'époque que nous connaissons de Jeanne d'Arc et un dessin représentant Robespierre, on voyait bien que leur profil était tout à fait similaire. Par ailleurs, cela serait cohérent avec les théories qui entourent ce personnage historique. François Ruggieri a été le premier à dire que Jeanne d'Arc était en réalité un homme et que c'est grâce à l'ergot de Seigle que la population a été trompée et a cru qu'il s'agissait d'une femme. Comme quoi le film Les Visiteurs avait raison. Ils étaient vraiment bêtes au Moyen-Âge. On a également pensé que Jeanne avait survécu au bûcher en étant remplacée par une autre femme au dernier moment. C'était évident maintenant que par cette manière, notre personnage a pu survivre et devenir Robespierre plusieurs siècles plus tard. Pour résumer, Philippe le Bel a récupéré le trésor des Templiers qui contenait le Graal, pour ainsi vivre plus longtemps. C'est peut-être à partir de ce moment-là qu'il aurait reçu des directives des Atlantes, anéanties par leurs tentatives de prise de pouvoir successives. Sous la forme de Jeanne d'Arc, il a donc combattu les Anglais pour protéger le Graal et l'intérêt des Atlantes. C'est grâce à l'ergot de Seigle qu'il a pu faire croire qu'il était une femme, et il a réussi à échapper au bûcher en se faisant remplacer. La suite de sa vie est un mystère jusqu'à ce qu'il devienne Robespierre. A priori, c'est à partir de la Révolution qu'il décida de poursuivre ses propres desseins grâce au Graal. Mais ça a mal fini pour lui. Qu'est-ce que les Atlantes ont souhaité faire de lui pendant tout ce temps ? Quel objectif préparait-il en cachette ? C'est là que mon enquête atteignit son point mort. Mais la chance m'a souri. Ce que je ne vous avais pas dit, c'est que j'ai écrit plusieurs fois à l'avocat Potagès après avoir visionné le procès, la première fois. Heureusement, c'est à ce stade de mes découvertes qu'il répondit enfin à mes sollicitations. Cet homme devait être très occupé, car j'ai dû lui envoyer 687 mails, 127 bouquets de fleurs, 43 messages laissés sur répondeur et 2 lettres de menaces de suicide pour avoir ce rendez-vous. D'après mes calculs, c'est l'équivalent d'une demi-journée de ce que reçoit Robert Pattinson. Je lui ai donné rendez-vous dans un petit café ordinaire afin de ne pas éveiller les soupçons. D'abord réservé, Maître Potagès a progressivement délié sa langue. En temps normal, je devrais garder secret ce que je vais vous dire là. Mais étant donné que vous savez aligner les arguments, j'accepte de tout vous expliquer. À la seule condition que vous gardiez tout cela strictement confidentiel. Oui, bien évidemment. Vous pouvez me faire confiance. Mentir doit parfois faire partie du bon déroulement de l'enquête. En réalité, je connais très bien l'avocat costard-cravate. On pourrait croire que je lutte corps et âme contre les complotistes. Mais en réalité, je fais tout pour les discréditer. Car en fait, tous ses propos sont d'une véracité limpide. Tout ce qu'il dit est vrai, mais le complot doit rester secret. Malheureusement, Costard-Cravate n'a pas réellement compris la notion de complot secret. Mais vous défendiez Madame Martin. Elle est au courant de tout ça ? Bien évidemment. Elle a travaillé très dur pour faire passer les ruines de l'Atlantide pour des simples baraquements préhistoriques. Elle est même allée jusqu'à embobiner ses propres collègues pour que sa parole ne soit pas discréditée. Enfin des révélations concrètes. Les complots étaient bien réels, mais dissimulés depuis le début. Tiens, saviez-vous que les francs-maçons dominaient le monde ? Ah oui, bien évidemment. Et vous vous faites avoir comme tout le monde. Les francs-maçons sont des simples gens qui discutent entre eux. Mais le fait qu'ils aient des rites un peu particuliers font, eux,
des boucs émissaires parfaits, afin de cacher le complot et qu'il reste secret. Mais qui est derrière tout ça alors? La garde norienne. La garde norienne? La garde norienne. Et donc? Je risque gros, vous savez. La présentatrice Béatrice, lorsqu'elle a publié sa vidéo sur internet qui démontrait des clichés sur les francs-maçons, ça a gêné la garde norienne. Il faut absolument que les francs-maçons restent l'épouvantail pour garder le complot secret. Allez à cette adresse de ma part. Car, comme vous l'avez compris, bien évidemment j'en fais partie. Je décidai bien évidemment de suivre Potagès et de me rendre au lieu indiqué. Oh mon Dieu, ces costumes. Ces costumes. Mes amis, nous allons réaliser notre danse rituelle pour commencer notre rite satanique. Je vous prie de vous mettre en place. Irem lopsum domine cité. En avant, par Saint-Denis, par Saint-Jean, cœur battant, en avant, chouan. Chouan, en avant, par Saint-Denis, par Saint-Jean, cœur battant, en avant, chouan. Nous abattrons Robespierre, l'odieux tyran, roulant ce loup sanguinaire dans son propre sang. Je dis que nos ennemis n'en ont plus pour longtemps. La garde norienne demeure invaincue, nous aurons notre élu. Chouan, en avant, par Saint-Denis, par Saint-Jean, cœur battant, en avant, chouan. Chouan, en avant, par Saint-Denis, par Saint-Jean, cœur battant, en avant, chouan. C'est vrai qu'elle est catchy cette musique. Maintenant, nous pouvons passer à notre réunion. C'est parti pour le concours de théorie complotiste. Ils se font des battles de théorie complotiste. Je vais commencer, attention. Moi, Marion Mystica. Je vous le dis, les sirènes existent. Nous avons connaissance d'un son enregistré à bloc, ce qui prouverait leur existence quelque part dans l'océan. Moi je vous dis que les Templiers ont caché un trésor et seraient quoi les ancêtres des francs-maçons. Ah, très bien, les sirènes, Marlon Mystica. Trop classique, Gaïa, je te l'ai déjà dit. Carmina, Vilomé, Corinne. Tu as perdu, j'ai gagné. Mais c'est Madame Martin. Moi je vous dis que les géants ont existé et que leurs squelettes ont été retrouvés où ça en Amérique. Moi je dois dire que l'histoire n'existe pas et que les ruines romaines sont en trop bon état pour être vieilles. Couchez, ma chère Maria Lunetta. Il va falloir te reprendre, Gaïa. Anasta Piloré. Moi je vous dis que les pyramides émettent des énergies et se connectent à la constellation de Sirius. Et moi je vous dis que les pyramides ont été construites par les extraterrestres. Oh, Tantéa, tu as utilisé ChatGPT, toi, ça se voit. Recadre. La réunion se termine ici. Je vous laisse vous nourrir les uns des autres d'autres théories pour la prochaine fois. Estéro Paminas.
Mais je comprends. Oui, j'entends. Excusez-moi. J'aimerais beaucoup parler à la personne qui vous parlait tout à l'heure. Vous savez où je peux le trouver? Le prêtre en chef, c'est un être supérieur. Nous n'avons jamais vu son visage. Nous ne pourrions vous dire où le trouver. Ah, bon, tant pis. Vous savez où sont les toilettes? Oui, bien sûr, c'est... par là. Et vous devriez trouver. Par là? Oui. Ok, merci beaucoup. On ne voit rien ici. Ah, pardon, je crois que je me suis trompée. Attendez, vous n'êtes pas le prêtre en chef? Non. Pourquoi vous avez un micro? Oui, je suis le prêtre en chef. Que voulez-vous? Excusez-moi, en fait, je viens d'arriver et je viens de la part de l'avocat Potagès et je souhaitais en savoir plus sur la gare de Norienne. Merveilleux. Ce cher Potagès m'a prévenu de votre arrivée. Asseyez-vous, je vais tout vous expliquer. Quelus magna victus. Vous avez l'air vachement doué en latin. Vous en mettez tout le temps à la fin de vos phrases. Ah ça, en vérité, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais je trouve que ça boucle bien. Tout commence lors de l'Égypte antique. Ça commence toujours en Égypte, ces histoires. Nous étions chargés de la protection des pharaons. Après notre tentative pour prendre le pouvoir, nous nous sommes dispersés partout dans le monde. Et c'est en Europe que nous avons formé la gare de Norienne. Les Atlantes, c'est vous? Je vois que tu es perspicace. Oui, c'est ainsi que nous nous appelions. Mais aujourd'hui, nos dessins ont changé. Nous avons appris de nos erreurs et la gare de Norienne a à présent 2 objectifs. Le premier, rester dans l'ombre pour récupérer des technologies et nous venger des humains. Le deuxième, qui est arrivé plus récemment, écarter Elon Musk, car il nous casse les pieds à se prétendre héritier de la couronne alors qu'il n'est juste autoproclamé. Tout ça parce qu'il a le soutien d'autres Atlantes qui ont le somme de ne pas avoir une élue comme la nôtre. Une élue? Oui, une élue. Une élue qui nous donnerait l'opportunité de reprendre le contrôle. Et cette élue, c'est toi, moi. Nous avons pris le pouvoir au XIIIe siècle, avec le soutien de Philippe le Bel. J'ai que comprendre que tu t'étais renseigné sur lui. En échange de notre aide, pour son maintien au pouvoir, nous pensions qu'il serait toujours de notre côté. Mais ça, c'était avant qu'il nous trahisse après son avènement en tant que Robespierre. Pour couronner le tout, il a récupéré le Graal, alors que nous pensions qu'il était perdu à jamais, et il l'a gardé pour lui tout seul. Nous pensions qu'il a préparé ce coup bien en amont. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, avant que nous faisions en sorte qu'il la perde pour de bon. Nous avons récupéré nos technologies, et nous avons préparé un nouvel élu dans l'ombre. Et l'évidence s'est imposée à nous quand nous t'avons vu réagir à Potagès sur Internet. C'est bien toi, notre élu, et la future impératrice de l'humanité. Moi? Impératrice de l'humanité? Mais c'est trop bien, je signe où? Attention, Nora. Tu as beaucoup à apprendre avant de comprendre ce qui se prépare. Certes, nos ancêtres étaient de gros débiles, et nous, on est intelligents. Mais beaucoup de choses se sont tramées dans l'ombre avant que tu viennes nous voir. Si tu souhaites être prête, il faudra que tu publies le résultat de tes recherches en septembre 2025. Ainsi, tu auras la bénédiction de Sissi impératrice qui te fera connaître un grand succès. Mais attention, si tu échoues, un grand malheur s'abattra. Le puissant décideur algorithmique refusera de coopérer et notre plan sera réduit à néant. Très bien, mais où dois-je aller pour continuer mon enquête? Certains Atlantes se sont confondus dans la population, mais ils se sont fait remarquer par leurs compétences extraordinaires. Alexandre le Grand, Albert Einstein, Marie Curie, Gandhi, Napoléon, Astérix, Superman, le joueur du grenier. Vous me prendriez pas pour une pigeonne? Prends cette LRA, tu comprendras. Une LRA? Une loupe révélatrice d'Atlante. On constate qu'à travers la loupe, les visages humains deviennent des visages atlantes. Incroyable!
Mais alors, pourquoi vous portiez des poulaines au Moyen-Âge? Parce que nous avions les pieds beaucoup plus grands que ceux des humains. Et comme ceux-ci ont toujours eu des goûts de chiottes, ça tombe bien. Malheureusement, avec les effets de la mode, nous avons dû recroqueviller nos pieds dans nos chaussures. Aïe. Et je voudrais vérifier une chose, est-ce que vous avez un portrait de Nostradamus? Bien sûr. Cela confirmait bien tous mes soupçons. Mon enquête touchait à sa fin. Je savais à présent que j'allais devenir impératrice de l'humanité au service des Atlantes et que mon destin sera un jour d'affronter Elon Musk afin d'asseoir notre domination. J'étais tellement heureuse que mes efforts aient payé et que j'avais hâte de le partager au monde entier. Mais avant cela, je devais le faire auprès de N, celui qui m'a mené vers ce chemin. Il faut que je vous partage mes découvertes. J'ai enfin découvert que j'étais l'impératrice de l'humanité et qu'un jour j'affronterai Elon Musk. C'est pour ça que vous m'avez guidée vers cette direction, n'est-ce pas? Mais pas du tout! Vous n'avez rien compris! C'était pas ça du tout ce que vous étiez censé découvrir! Philippe le Bel, Jeanne d'Arc, Robespierre, c'est moi! Je suis un Atlante! J'ai survécu au bûcher à mon exécution grâce à mes super pouvoirs d'Atlante! Purée, j'aurais dû chercher qui n'était pas Atlante, j'aurais gagné du temps. Voilà, vous avez compris. Je désirais vous conduire vers cette vérité dans l'optique que vous me rejoigniez et qu'ensemble nous soutenions Elon Musk. Car quand il sera officialisé roi, il me sera aisé de l'écarter du trône et de prendre sa place. J'ai déjà le Graal en poche, et avec les technologies Atlantes que je compte récupérer prochainement, je serai invincible et rien ne pourra m'arrêter. Parce que c'est notre projet. Quand je dis nôtre, c'est surtout le mien. Mais l'élu, c'est moi! C'est la garde norienne qui vous a dit ça, n'est-ce pas? C'est minable. Ils m'ont condamné à mort quand ils ont compris ce que j'étais capable de faire. Non parce que eux, en attendant leur élu, qu'ont-ils été capables de faire à part des battles de théorie du complot? Rien. Moi, j'ai réussi à être roi, à être une guerrière divine et l'homme politique le plus puissant du pays. Je n'ai pas de compte à leur rendre. Depuis que j'ai échappé à la guillotine, je construis patiemment mon plan diabolique. Conquérir le monde? Choper de la meuf. Choper de la meuf? Quand j'étais Robespierre, j'étais amoureux d'Anaïs de Horty, une amie de ma sœur. C'était le grand amour entre nous, vous saviez. Nous avions même prévu de nous marier. Elle a été la seule à fendre mon cœur de pierre. Vous savez, au fond, je suis un homme, mais j'ai des fêlures. Ah oui, je n'en doute pas. Hélas, j'ai ensuite été élu député des États généraux et j'étais de moins en moins présent à ses côtés. Elle ne l'a pas supporté. Elle s'est mariée à un autre homme à qui elle a dévoué sa vie jusque dans la mort. Elle ne s'est plus jamais intéressée à moi. Mais cet homme n'est autre que l'avocat le duc, celui que je croyais être mon meilleur ami. Il a beaucoup de chance d'être mort peu de temps après son mariage, celui-là. Je suis vraiment désolée que vous ayez dû vivre tout ça. Oh, ne le soyez pas. Après ça, la garde norienne a appris que je détenais le Graal et a décidé de m'éliminer. J'ai été forcé de me cacher dans l'ombre. Le bon côté des choses, c'est que mon cœur n'était plus enchaîné. Je me suis alors mis en tête de devenir un séducteur hors pair. J'ai alors suivi plusieurs formations pour devenir un vrai mâle alpha. Et toutes ces formations mettaient Elon Musk en avant. Un homme accompli, qui possède des thunes, et qui a serré un max de meufs. Voilà pourquoi j'ai toujours cru en lui comme modèle. Et voilà pourquoi j'aspire à devenir comme lui un jour. Mais j'aspire aussi à ce qu'un jour l'élève dépasse le maître. Un peu comme Anakin quand il est devenu Dark Vador. Vous connaissez Star Wars? Ah oui, les hiéroglyphes, tout ça. Bon, ok, tout devient à peu près logique, mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant que je sais que je vais devenir impératrice à la place d'Elon? C'est un peu ça ce que j'avais pas prévu. Je pensais qu'au fil de vos pérégrinations, vous auriez compris qu'Elon Musk était élu, et par conséquent que j'étais le maître Atlante à suivre. Je n'avais pas songé que vous auriez rencontré et rejoint la garde norienne. J'ai dû foirer un truc quelque part. C'est Maître Potagès qui m'a recontacté. Salut de Potagès, je savais que ce serait un traître. Il avait déjà défendu Louis XVI à l'époque. Ne vous inquiétez pas, je peux vous proposer un poste de Premier ministre si vous voulez. C'est pas roi ni empereur, mais c'est déjà pas mal pour séduire ces dames. Et puis vous savez, les hommes politiques aujourd'hui, ils sont plus condamnés pour rien, il n'y a plus de guillotine, donc cette fois-ci, vous pourrez garder la tête sur les épaules. Pas bête. Votre proposition est digne d'intérêt.
C'est d'accord. J'accepte de collaborer avec vous. Mais ça veut dire du coup que vous possédez le Graal? Ah oui, bien sûr. Il est là, juste à côté de vous. C'est ça le Graal? On dirait un des verres en plastique que j'utilise pour les pique-niques. N'oubliez pas que c'était la coupe d'un charpentier. Ces gens-là ne roulaient pas sur l'or. Il a donc pris un objet à hauteur de ses moyens. En tout cas, il m'a bien servi pour tenir jusque-là. Mais du coup, vous avez quel âge? J'ai à présent un peu plus de 95 000 ans. Soit 2500 fois l'âge de Robert Pattinson. Ah! N, enfin, Philippe le Bel, Jeanne d'Arc, Robespierre, n'était plus un danger. Je devais maintenant informer le reste du monde des recherches que j'ai effectuées. Pour cela, il me fallait terminer ce documentaire et le publier sur Internet. Bon, c'est bon, je vais enfin pouvoir publier la vidéo. Le monde entier va enfin connaître... Police, nous avons un mandat. Ouvrez tout de suite les portes. Merde, ils ont dû voir mes publications sur les réseaux sociaux. Ou alors ils m'ont piraté sans que je m'en rende compte. Je vais sortir par l'arrière. Non. C'est trop haut. Dernier avertissement, ouvrez la porte. Ça ne servira à rien. Ça ferait l'affaire. Oui? Vous avez une arme dans votre dos? Non. Chopez-la. Tu bouges plus. La situation est sous contrôle, vous pouvez venir. Fou! Il s'agit bien de cette personne. Oui, c'est cette jeune fille, en tout cas, elle lui ressemble. Mademoiselle, vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes accusée de diffamation, d'incitation à la haine, à la menace envers Madame Montfleury, ici présente, suite au message que vous avez publié sur ses réseaux sociaux. Vous avez le droit de garder le silence. Quel message? Béatrice Fiefé-Meshkine, j'ai vérifié tes dires et tu profères des vilainies et des affabulations. Tu mérites de rejoindre tes ancêtres et de ramener ta fraise pour aller avec les tartes que tu vas recevoir. Smiley, petit ricanement sournois. Ce message, vous m'arrêtez à cause de ça? C'est exact. Il est hors de question qu'une jeune fille telle que vous profère de telles déblatérations. Vous devez apprendre à respecter les autres. Ou utiliser NordVPN si vous ne voulez pas qu'on retrouve votre adresse IP. C'est pas comme s'il faisait assez de promos. C'est pas notre faute si vous avez passé du pour avoir des sponsors. Arrêtez cette mascarade! Je sais que vous m'arrêtez parce que je connais la vérité. Jamais aucun policier ne vient arrêter une personne parce qu'elle a harcelé sur le net. Mais de quelle vérité parlez-vous? L'Atlantide, cette île mythique, existe bel et bien parce que les ruines se trouvent au large du Maroc. Et Madame Martin, que vous avez défendue, est au courant de tout cela, puisqu'elle fait partie du complot. Les Atlantes connaissaient des technologies avancées et en ont fait profiter les Égyptiens. Quand leur île a été détruite, ils se sont réfugiés en Égypte, où ils ont voulu prendre le pouvoir. Cette révolte a été matée par le gouvernement égyptien qui avait acquis les nouvelles technologies atlantes. Les Atlantes ont dû se réfugier ailleurs dans le monde, et notamment en Europe. C'est là-bas qu'un groupe s'est formé, la Garde Norienne. Philippe le Bel en faisait partie. Il est ensuite devenu Jeanne d'Arc, que tout le monde a cru être une femme alors qu'en fait non. Puis Robespierre. Il a cherché le Graal toute sa longue vie, une précieuse technologie à conserver par les Atlantes pour devenir un homme puissant et immortel qui puisse séduire les femmes. Il s'est donc éloigné de la Garde Norienne. Mais la Garde n'a qu'une seule élue. Moi. C'est moi-même, avec Robespierre, que je suis parvenu à convaincre pour en faire mon bras droit, que nous parviendrons à dominer le monde avec les technologies atlantes. D'où Jésus! Cette jeune fille a complètement perdu la raison. Sûrement les ravages de Toctic. Je n'ai assez entendu. Embarquez-la. Non, non, c'est un complot et je suis au courant. Vous ne me ferez pas taire, je connais mes droits. J'ai une mission confiée par la Garde Norienne. Vous ne m'arrêterez pas, je dois la réaliser. J'ai récupéré un vieil ordinateur pour terminer la mise en ligne de ce documentaire. Maintenant, vous savez tout. Nous avons parcouru la planète entière, entendu des révélations ahurissantes et fait des découvertes surprenantes et ce sans jamais bouger notre ordinateur. Vous savez également que je suis destinée à devenir la nouvelle impératrice des Atlantes pour dominer l'espèce humaine et sauver notre planète. Si vous êtes clément avec moi, la Garde Norienne vous laissera tranquille. Mais je tiens à prévenir les petits malins que je n'accepterai aucune critique à mon égard. Allô? Hey, salut Nora, c'est le chef de la Garde Norienne.
Dis-moi, tu te souviens quand on t'a dit que tu étais l'élu et que tu étais destinée à devenir impératrice de l'humanité? Oui. En fait, tu vas rire, mais il se pourrait bien qu'on ait fait une erreur. On s'est basé sur une traduction de prophétie de Nostradamus qui vient de prophétieastrologie.com et qui s'avère être un fake. Je suis vraiment désolé, nous pensions que tout sur Internet était vrai, mais apparemment ce n'est pas le cas. Il faudra qu'on fasse plus attention la prochaine fois. Du coup, c'est une autre Nora qui serait l'élue. Il s'agit de Nora Mignon, une charmante youtubeuse avant-gardiste, car elle fait des vidéos de vulgarisation historique, avant même Nota Bene, ce qui est tout de même balèze. Elle publie du contenu de qualité, autant dans la pédagogie que dans l'humour. Elle a aussi remporté le prix des Pouces d'Or en 2020, elle a fait une chaîne de super stream, et elle a même ouvert une nouvelle chaîne de true crime historique, Passé Sanglant. J'imagine qu'elle est aussi belle, intelligente et exceptionnelle. Oui, comment t'as deviné? Une intuition. Des os, pas des os, mais tu n'es pas la Nora de la prophétie. J'espère que tu nous en voudras pas trop. Allez, salut! Attendez, je voulais vous dire, j'ai rencontré Robespierre, on a discuté de tout ce projet. Ah, il est vivant celui-là? Le bougre. Il a encore dû utiliser notre repousse-tête reptilien. Je me demandais pourquoi je ne mettais plus la main dessus, bizarrement. Il m'a raconté du coup que c'était un Atlante comme vous, que vous lui avez confié la mission d'avoir le Graal, mais ensuite il vous a trahi, et puis après il a voulu séduire des femmes et devenir un véritable mâle alpha. Ça m'étonne pas. Je me rappelle du petit drama avec l'avocat Leduc. Je crois qu'il est tellement frustré de ne pas être en couple qu'il pense être le prochain roi du monde avec sa formation bidon. Ah mais c'est très sérieux, je lui ai même proposé le poste de Premier ministre et de prendre la place d'Elon Musk. Oui, on sait, ne t'inquiète pas. Ça fait des milliers d'années qu'on gère ce genre d'individu. Surtout lui, on le connaît bien, on va s'en occuper. Toi, tu n'as plus rien à faire, tu peux reprendre ta vie peinarde comme avant. Allez, salut! Ma vie est un immense triple somme. Bonjour, c'était pour vous dire que c'était l'heure de votre pause hebdomadaire en extérieur. Le psychiatre a recommandé que vous alliez faire un bain de forêt. Vous verrez, il y a plein d'arbres, ça va vous faire du bien. Non!